Yo! Ratatatatatatatata! Yeah, man! Special combination! Just me inshallah! Original tune! Yeah, man! Respect all time! Laissons parler les gens! Laisse parler les gens! Laissons parler les gens! Laisse parler les gens! Bienvenue sur le plateau de Laisser parler les gens. Vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. L'occasion pour nous d'aborder aujourd'hui la question épineuse des 55 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Que reste-t-il de ces 55 ans? Est-ce que la RDC a atteint l'âge de maturité? Est-ce qu'il y a un chemin à parcourir? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de trouver des réponses avec nos 4 invités que je m'empresse de vous présenter. Madame Justine Mpoyo Kassavubu, présidente du mouvement des démocrates, ancienne ministre de la fonction publique en République démocratique du Congo, mais également ancienne ambassadeur de RDC en Belgique. Madame Justine Mpoyo Kassavubu, bonjour. Bonjour, monsieur Nzozi. Merci de nous faire l'honneur de participer à cette émission. Nous avons également le grand plaisir d'accueillir un avocat. Il s'agit de maître Henri Boukassa Kalala qui, lui aussi, donnera son témoignage sur ces 55 dernières années. Bonjour, Henri Boukassa. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de répondre aux questions, de laisser parler les gens. Une autre dame nous accompagne pour cette émission. Il s'agit de Madame Louise Ngandou. Elle est politologue. Merci de nous faire l'honneur d'être là. Bonjour Monsieur Nzozi, merci. Et enfin, Monsieur Benjamin Stanislas Kalombo, qui est le président de l'APRODEC, l'association pour la promotion de la démocratie et le développement en RDC, membre de la coalition pour la Cour pénale internationale. Benjamin Stanislas Kalombo, bonjour. Bonjour Monsieur Henri Nzozi. Nous allons donc, durant 50 minutes, une petite heure donc, essayer de jeter ce regard rétrospectif sur ces 55 dernières années. Que reste-t-il à faire? Le chemin parcouru a-t-il été de tout repos? Bref, autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Je me tourne vers vous, Justine Mpoyo Kassavubu. Je l'ai dit, vous êtes présidente du mouvement des démocrates, mais vous avez surtout ce redoutable privilège d'être la fille du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kassavubu. Oui, merci. Eh bien, ces 55 ans, je pense qu'on peut retenir tout d'abord le passage du témoin que le roi Baudouin avait fait vis-à-vis du président Kassavubu et l'engagement que le président de la République avait pris devant les Congolais, à savoir de préserver les acquis de la colonisation, en ce sens que nous avions une société où l'économie et l'industrialisation étaient en progression, mais l'éducation aussi était assurée. Il faut se souvenir que nos enfants allaient à l'école agréablement et que les parents subvenaient aux besoins de leurs enfants. Le service de santé fonctionnait et que donc les réseaux de transport aussi étaient en progrès. Et le Congo pouvait être fier justement au cœur de l'Afrique d'avoir un tel héritage. Ensuite, le président de la République a dit, ça ce sont les acquis. Maintenant, l'avenir, c'est notre responsabilité. Donc il avait pris l'engagement devant la nation, qu'il ne décevrait pas le peuple et qu'il préserverait les intérêts supérieurs du peuple congolais. Et je pense que pendant tout son mandat, malgré les aléas que nous avons pu connaître, les soubresauts et les convulsions de la jeune République, il a tenu à ses engagements, il a respecté l'intérêt supérieur du peuple congolais. Donc 55 ans après, on peut déplorer que ces acquis n'aient pas été préservés, bien au contraire. Il semble que les Congolais, dans l'irresponsabilité, se sont plutôt ingéniés à démolir progressivement au fil des années tous ces acquis. D'accord. On aura l'occasion effectivement d'y revenir. Vous parliez d'une période assez trouble, assez particulière. Maître Henri Boukassa Kalala, vous avez bien connu Patrice Emery Lumumba. Votre témoignage nous intéresse. Oui, j'ai connu, vous m'excuserez, j'ai un déficit vocal. Il n'y a pas de souci, on vous comprend très bien. J'ai connu Patrice Emery Lumumba quand il est venu en
à Chimbulu, comme au Kasaï en général, il était accompagné des notables à Luluabour comme à Chimbulu qui le présentaient aux gens. C'est en quelle année? Quand il est venu en 58. Parce qu'il fallait le présenter aux gens. Ils ne le connaissaient pas, on a entendu seulement parler, mais on ne le connaissait pas. Nous l'avons vu à cette époque. Et puis, nous l'avons vu au congrès de Luluabour, le tout premier congrès que les indigènes du Congo belge ont pu organiser, le premier congrès politique, puisqu'avant cela, les indigènes n'avaient comme possibilité de se réunir que dans des associations mutuelles à base ethnique. C'était la loi coloniale. Et puis après, à Léopoldville, avec le frère aîné de ton père, Emmanuel Nzouji, qui lui est né dans la région de Patrice, et ensemble avec Mangoubou Justin de ma promotion, donc le grand frère de ton père, au collège c'était la promotion immédiatement la mienne, et puis à l'Ovanium, Mangoubou Justin, c'est le frère du bras droit de Patrice. Alors précisément, puisque Patrice Lumumba nous intéresse spécifiquement dans le cas présent, est-ce que son engagement politique était tel déjà à ce moment-là que le droit à l'autodétermination, tout simplement, et à l'indépendance germait déjà dans son esprit? Donc l'état de l'indépendance germe dans l'esprit des Congolais depuis très longtemps. Mais il fallait un canalisateur. Non, j'ai dit depuis très longtemps, si vous me le permettez. Oui. En 1944, Kaloubi Liévin à Elisabethville a protesté pour les massacres du personnel de l'Union minière que l'on avait tué, alors que ce personnel demandait qu'on revise leur situation sociale, parce que beaucoup de leurs qui avaient creusé l'uranium aux mines de Chinkolobwe et qui ont accompagné ça jusque là où l'uranium a été traité, beaucoup sont morts irradiés. Vous faites allusion, je suppose, à la quantité d'uranium qui a été donnée aux Américains pour les bombardements de Hiroshima et Nagasaki. Oui. Quand on a tué ces gens, quand le Liévin a protesté à Elisabethville, on l'a arrêté et on l'a relégué à Baudouinville. Alors, revenons, si vous voulez bien, à Patrice Emery Lumumba pour que nous puissions avoir l'occasion d'aborder tous les différents points. Je n'ai pas... Oui. Non, précisément. Mais spécifiquement sur le cas de Lumumba, je voudrais vraiment ici que nous puissions rester sur ce point-là. Est-ce que, si vous avez, je dirais, un héritage que vous lui reconnaissez, 55 ans après l'indépendance de la RDC, quel serait le principal héritage de Lumumba? Je vais y arriver. Parce qu'on m'avait demandé ce que l'idée germait. Le président Joseph Kasavubu, avant d'être président de la République, avait déjà lancé l'idée en 1956. Donc, 46. Le droit du premier occupant, son premier discours, je me permets juste de préciser, en 1946. Précurseur. Donc, je parle effectivement de son manifeste, donc des manifestes de la Bako en 1956. Et donc l'idée est germée. Mais là où Patrice a battu le record, c'est que c'était l'homme qui, dans les circonstances de la cause, était le seul capable de faire front à l'arbitraire et à l'arrogance du pouvoir colonial. Alors, si vous le permettez, nous allons permettre à nos autres invités de répondre. Nous allons revenir sur ce point précis. Louise Ngandou, vous avez, votre point de vue, évidemment, sur la question. 55 ans d'indépendance. Le Congo est-il mature après toutes ces années? Ou est-ce qu'il y a eu un recul démocratique de votre point de vue? Quelle est votre vision, votre lecture après toutes ces années?
Merci, M. Zouzi. Après 55 ans, je pense qu'il y a à boire et à manger. Tout n'a pas été négatif, tout n'a pas été non plus positif. Je pense qu'il y a des avancées qu'il faut quand même mettre en exergue. Au moment de l'indépendance du Congo, je n'étais pas née, je suis née juste après. Sur ce que j'ai lu et appris, le pays nourrissait beaucoup d'espoir. Énormément d'espoir. C'était un pays jeune, c'était une jeune démocratie. On a beaucoup investi dans les fils et les filles du pays pour aller se former, surtout les fils, pour aller se former à l'étranger, pour qu'il y ait des cadres qui puissent prendre la relève. On a des Congolais qui ont cru en notre pays, qui ont aimé ce pays et qui ont donné sans compter. Cela, on ne peut pas non plus passer outre. C'est vrai que nous avons souffert de beaucoup de mauvaise gestion au niveau, d'abord la première période qui était très très trouble et qui rappelle curieusement, la période que nous vivons maintenant rappelle curieusement cette période où juste après l'indépendance nous basculons dans le chaos jusqu'au moment où Mobutu fait son coup d'État en 65. Quand Mobutu prend le pouvoir, c'est vrai qu'à un moment donné, il a commencé aussi avec des rêves grandioses. Le retour à l'authenticité, quand on voit avec du recul qu'on lit, c'était une bonne chose. Mais la manière dont ça a été géré, amorcé par la suite, laisse à désirer. Il y a eu des avancées. Il y a le mouvement d'émancipation des femmes, ça a été aussi sous la Deuxième République avec Mobutu. C'est vrai qu'en 76, quand on voit naître la condition féminine, c'est une avancée. Mais à l'inverse, on se rend compte qu'il y avait quand même beaucoup de prédation, beaucoup de mauvaise gestion. Comme disait Mme Kassavou tout à l'heure, il y avait des acquis qui étaient là de la colonisation qu'on pouvait préserver. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas préservé. À côté de ça... Après-vous... Je pense que la gouvernance, d'une manière générale, je pense que le président reste quand même le responsable, celui qui tire un pays et celui qui instaure. Dès lors que, au niveau de la tête d'un pays, il y a la prédation, qu'on banalise la corruption, qu'on monte le clientélisme, qu'on tisse le clientélisme à tous les niveaux. Mais évidemment, tous ceux qui sont en dessous du président font la même chose. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans un pays où la corruption, cette corruption n'est pas venue comme ça du jour au lendemain. Ça a été tissé au fil des années et avec les différents pouvoirs qui se succèdent, telle une toile d'araignée qui devient rigide, qu'on n'arrive plus à bouger, est restée. La pauvreté aidant, on a banalisé, on a accepté. On a trouvé normal, par exemple, dans l'administration, quand on a besoin d'un document, qu'on vous demande 5-10 fois plus le prix d'un document parce que le fonctionnaire n'est pas payé. Et on a accepté. Et c'est passé même dans le langage courant. Quand on dit quelqu'un détourne, quelqu'un qui vient d'être nommé ministre, il ne fait même pas 3 mois, il détourne. On dit « Ah, Elombe, bâti 3 mois, c'est un bouquiquesse ». Donc, on ne s'indigne pas, au contraire, on l'encense. Alors, quand ça passe comme ça, je pense à tout ça a été dévoyé et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, même la politique est dévoyée dans le mental des jeunes. Faire la politique, c'est aller dans un lieu d'enrichissement où on a notoriété, enrichissement, gabégie, le sens du bien commun n'est pas passé, le service au peuple n'est pas passé et ça, c'est vraiment dommage. Alors, vous faites évidemment allusion à un certain nombre de choses auxquelles nous avons assisté ces dernières années. Nous aurons l'occasion d'approfondir la question tout à l'heure. Madame Justine Poyo-Kasavubu parlait d'un héritage, en fait, ce que son papa, premier président, avait souhaité lorsqu'il a pris ses fonctions. Contrat non rempli, en tout cas pour la suite, après son départ, suite au coup d'État du maréchal Mobutu. Benjamin Stanislas Kalombo, le volet politique et institutionnel de ces 55 dernières années est marqué aussi, il faut bien le dire, par des tentatives assez malheureuses d'organiser des élections dites apaisées. On l'a vu, au lendemain même de l'accession du pays à l'indépendance, nous sommes entrés dans une période trouble. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Vous êtes spécialiste sur ces questions-là. Si vous deviez en quelques mots nous brosser un tableau allant de 60 à 2011, qu'est-ce que vous diriez? Oui, merci Monsieur Ndouzi pour la question. Je crois que, comme mes prédécesseurs l'ont bien souligné, l'indépendance, en tout cas l'accession à l'indépendance du Congo a été une vraie catastrophe dès le départ, puisque je n'apprends rien à
à vos auditeurs que le Patrice Lumumba, le Premier ministre, et donc le gouvernement de Joseph Kasavubu a hérité à l'indépendance de 0 franc dans la caisse. Donc c'est à force d'essayer de réclamer pouvoir colonial, la rétrocession du trésor public, qu'il a été assassiné. Ça, je crois que personne ne peut en disconvenir, puisque non seulement Patrice voulait récupérer la caisse qui était partie en Belgique, il voulait aussi ouvrir le contentieux belgo-congolais avec tout ce qu'il y avait comme crime et délits commis par le pouvoir colonial. Donc, pourquoi ? Parce que l'héritage qu'on a eu, que l'État belge a eu du roi Léopold II était celui de gérer le Congo, gérer les contrats des sociétés concessionnaires. C'est là le fondement même de misère. Enfin, ça, je parle de causes exogènes par rapport à la situation, au chaos actuel. Je crois que les Congolais, ceux qui font la politique, ils doivent pouvoir dire à la population la vérité. Tout part de là. Du moment que les sociétés concessionnaires en question, ils ont changé de nom, ils s'étaient partagé le pays depuis 1800 et ils continuent à prospérer jusqu'à ces jours. Et les spectateurs ont vu, les Congolais ont bien vu l'échec des contrats chinois. C'est ça ce qui est palpable, du moins pour que le grand public le sache. Le contrat chinois a été un échec, particulièrement puisqu'il a été confronté à cette réalité qui est un héritage colonial. Donc, tant que les Congolais continueront à faire de la politique en tant que simple gestionnaire du Congo, j'allais dire, gestionnaire du Congo, gestionnaire de propriété de ceux qui se sont partagés le pays depuis 1808, c'est ça, 1884. C'est ça le malheur. Donc il faut pouvoir dire aux Congolais qu'on a un sérieux problème vraiment non seulement endogène, mais aussi exogène de cet héritage-là. Et à mon avis, il faut que les partis politiques aient le courage de dire ça clairement et de mettre ça dans leur projet de société. Ça veut dire aller en justice et casser tous ces contrats qui minent en fait l'avenir du pays. Donc, partant de là, ça c'est la cause. Maintenant, les échecs de toutes ces élections organisées depuis 1960, ça part de là, puisque comment voulez-vous organiser des élections dans un pays dont les propriétés foncières appartiennent aux sociétés étrangères? Donc, ces gens-là viendront toujours essayer de miner le processus électoral pour qu'ils aient le contrôle politique et économique du pays. Tout part de là. Maintenant, au niveau de la PRODEC, nous disons la vérité. Laissez réagir nos invités. Donc, oui. Partant de là, tous ces États, les États où les sociétés concessionnaires proviennent. Donc, c'est le monde économique qui dicte la politique étrangère de tous les pays occidentaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les processus électoraux au Congo sont sous contrôle de ces sociétés via leurs États. Je prendrai simplement un exemple plus simple, la Belgique. Vous avez vu à chaque fois qu'il y a élection au Congo, comment la Belgique agit. Et je crois qu'on va revenir sur les procédures engagées par la PRODEC au niveau du Conseil d'État. Et c'est que ça a donné comme résultat. Et en amont, c'est que comment l'État belge a eu beaucoup de réticences à donner l'accès aux documents administratifs concernant son apport dans le processus électoral de 2011. Je crois qu'on va y revenir. D'accord. Justine Poué-Kasavubu, est-ce qu'on peut tout imputer aux colonisateurs? Est-ce que les échecs d'aujourd'hui, de 2015, sont imputables au fait que rien n'a été laissé dans les caisses en 60? Et cela a peut-être aussi, et là nous allons vraiment écouter votre témoignage, est-ce que, à la limite, le conflit qui a pu naître entre votre père, feu Joseph Kasavubu, et feu Patrice Emery Lumumba était aussi dû à cette situation-là? Je pense qu'il faudrait beaucoup d'émissions pour qu'on puisse effectivement expliciter un peu tout ce qui s'est passé. Vraiment ici, je serais vraiment frustrée de devoir livrer une seule explication. Mais bon, je crois d'abord ce qu'il faut retenir, c'est que le Congo n'est pas n'importe quel pays. Et les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est d'abord l'inconscience et l'irresponsabilité des Congolais, parce que
on dirait bien que jusqu'ici, la classe politique, en tous les cas, une majorité de la classe politique, n'a pas encore compris quel est le sens de la nation que nous occupons et de la nation que nous incarnons. Parce que la conscience nationale n'est pas encore homogène, la cohésion nationale n'a pas encore réussi vraiment à atteindre le fond du cœur de chaque Congolais. Il y a eu des concertations nationales. Non, pourtant. je crois que quand je dis que le Congo n'est pas n'importe quel pays et que nous n'en avons pas conscience, c'est tout simplement parce que les enjeux géopolitiques, c'est de cela, je crois, que Maître Stanislas Kalombo est en train de parler. Alors, s'il faut remonter pendant la période coloniale, moi, je veux bien. Mais je crois aussi que nous devons poser les vraies questions. En fait, nous sommes butés au moins à deux faits majeurs. En 1908, lorsque le roi Léopold II ne sait plus continuer à gérer l'État indépendant du Congo et que la cession est faite au royaume de Belgique, le roi Léopold II ne donne pas toutes ses vérités. C'est-à-dire qu'il brûle un certain nombre de documents. Donc il faudrait qu'on sache dans quel sens, lui, il a exprimé son testament. Parce qu'on a bien l'impression qu'il y a certainement un lobby qui gère le testament de Léopold II jusqu'aujourd'hui, et ce qui pourrait expliquer effectivement qu'il y ait toujours un peu de l'effervescence qui nous échappe et qui pourrait expliquer parfois certains comportements. Lorsque nous, on doit avancer, on nous fait reculer. Lorsque nous gagnons en unité nationale, il y a des rébellions qui viennent nous déranger. Donc, je crois qu'on devra à un moment donné se poser la question, quels ont été les termes du testament de Léopold II par rapport à ses descendants et par rapport au Congo, officiellement cédé à la Belgique, mais peut-être que officieusement, toujours en sa possession. Donc il faudrait un petit peu qu'on examine ça. Alors deuxième chose, il faut aussi qu'on se rende bien compte que le fait que les enjeux géopolitiques nous dépassent, du simple fait que la victoire du monde libre pendant la Deuxième Guerre mondiale a confirmé l'hégémonie justement du monde occidental par rapport au reste du monde. Alors lorsque on sait que c'est le Congo, grâce à l'uranium de Chinkolobe, qui a donné la force à ce monde libre d'être ce qu'il est aujourd'hui et de s'imposer en force hégémonique, ça veut bien dire que le Congo ne peut pas aller à la dérive sans que ces pays occidentaux-là s'en désintéressent, ou plutôt sans que ces pays continuent à s'y intéresser. Alors ça veut dire aussi que nous devons prendre conscience qu'après l'indépendance, après le 30 juin 1960, notre responsabilité, c'était d'abord de consolider l'unité nationale, parce que quelles que soient les vicissitudes et quelles que soient les difficultés, les tentatives de prédation dont nous pouvons être victimes, mais ça ne peut pas tenir la route si les Congolais sont unis, si les Congolais défendent leur drapeau, si les Congolais défendent la même cause. Et c'est cette force-là qu'à chaque période, régulièrement, on essaye chaque fois de disloquer par des rébellions, par des troubles et par des chefs d'État qui nous sont imposés de l'extérieur. Donc moi, je crois que si on prend conscience vraiment que le Congo n'est pas n'importe quel pays et que, en fait, c'est nous qui devrions mettre des conditions sur la table pour qu'on nous suive, lorsque nous aurons compris ça, croyez-moi que beaucoup de problèmes vont absolument s'atténuer. L'unité nationale et la cohésion nationale ont été mises à mal durant ces 55 dernières années. Maître Henri Boukassa Kalala, toujours sur le même registre. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire un survol. C'est un sujet que nous aurions dû préparer, qu'il faudrait que nous préparions, parce qu'il y a des problèmes de fond qui ne peuvent pas être mis sur la place publique. Mais en même temps, vous privez nos auditeurs d'une information importante. Nous avons un exemple ici. La Grèce, c'est les Blancs entre eux. Elle a envoyé aux négociations un ministre qui n'avait pas les manières du monde, du milieu dans lequel il œuvrait, malgré le fait qu'il travaille pour son peuple, son gouvernement. Et qu'il est professeur d'économie, accessoirement. C'est pas tout. Bon, bref, je vais vous... Donc, bref. Ce que dit Mme Poeka Savubu est vrai. Je vais aller d'une manière brève. Elle a parlé de Léopold II et de son testament. Léopold II a connu des difficultés avec le monde politique belge quand, dans ce testament, il a parlé qu'une partie, donc par exemple des sous, puisse pouvoir faire des œuvres au Congo. Et un jour, il se plaindra, donc parlant avec Van der Elst, il lui dira,
se plaignant donc de toutes ces attaques, il dira « Je suis le monarque d'un petit pays peuplé de petites gens, imbus de petites idées. Je leur ouvert la porte sur le monde. Ils me traitent de voleurs et même d'assassins. » Ça fait que la question congolaise, elle est à la base de beaucoup de problèmes dans ce pays. Ces problèmes-là, nous aurons à cœur de les aborder en seconde partie d'émission. Nous allons marquer une petite pause.